cas intéressant, on va dire, du bestiaire politique, de ce règne animal marécageux et dégueulasse, c'est celui du néo-réactionnaire, qu'on abrévie parfois en NRX. Je sais pas pourquoi, mais ça doit être classe. Ça fait toujours classe d'avoir un X dans le truc. Eh ben, figure-toi, petit néo-réactionnaire, que en tant que libertarien, parce que je suis sûr que tu sais faire des meilleures crêpes que moi, mais sur le plan libertarien, politique, chose, je suis un bien meilleur néo-réactionnaire que toi. C'est évident. Parce que le néo-réactionnaire, c'est en général un droitard conservateur ethno-nationaliste de bio-civilisation. Faut bien voir ça. Je pense que ça fait une définition assez compacte et précise de l'animal. Et comme je suis meilleur qu'un droitard et qu'un conservateur, etc., et qu'un nationaliste, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, et bien par transitivité, je suis meilleur qu'un NRX. Oui, je vais continuer à dire simplement NRX parce que toutes ces syllabes, là, ça m'énerve. Et puis en plus, j'aime bien les acronymes. Tu sais, DRI, CCM, SOB, tout ça, BGK. Donc on va dire NRX. Dans le meilleur des cas, le NRX connaît la praxéologie et le droit naturel. Ça, on ne peut pas leur enlever. Leur pape, enfin un de leurs bipapes, Curtis Yarvin, lui, il semble connaître ça. Enfin, il croit qu'il les connaît, parce que Curtis affirme que Mrs. Rothbard ou Hopper, c'est super, mais que la doctrine austro-libérale présuppose le maintien de l'ordre. Alors, à l'image de la physique newtonienne qui n'est valable qu'à des échelles macroscopiques et à des vitesses basses par rapport à celles de la lumière, la doctrine libertarienne, pour faire une comparaison, n'est valable que lorsque l'ordre de la société est suffisamment stable. Et donc, à l'image de la physique relativiste qui élargit la physique newtonienne lorsque le système évolue aux vitesses dites justement relativistes, la doctrine autoritaire NRX élargit, d'après lui bien sûr, la doctrine austro-libertarienne pour imposer l'ordre et créer une bulle au sein de laquelle le marché peut enfin s'épanouir et faire place à la prospérité. La doctrine NRX, j'arrive même pas à dire l'acronyme, la doctrine NRX dépasse donc la doctrine austro-libertarienne. Vérifions, si vous le voulez bien, la solidité de cette singerie en lui posant quelques petites questions. D'abord, où est passée la liberté ? Où est passé le droit naturel ? NRX nous propose un enclos de sécurité dans lequel les vaches peuvent librement commercer selon les règles de NRX. C'est un jeu de rôle dont NRX est le maître du jeu, l'arbitre. Moi, il me semble que ça contredit de plein fouet le principe de non-agression qui assure que les vaches ont naturellement le droit d'établir les règles du jeu qu'elles veulent entreprendre entre participants volontaires. Non, c'est pas ça le droit naturel ? C'est le cœur de la doctrine austro-libérale. Or, chez NRX, elles sont obligées de toutes jouer à un seul jeu, duquel elles pourraient éventuellement déduire d'autres sous-jeux, mais qui doivent n'être que des extensions et non pas des trucs indépendants, donc des sous-modules en fait. Et ces jeux-là, les règles, elles sont décidées en haut lieu par les gens forts et intelligents, comme Elon Musk, Donald Trump, tout ça. C'est-à-dire les NRX. Les NRX, ils sachent. Alors ça répond peut-être justement au problème soulevé lorsqu'on a insulté les démocrates. Il y a 2 vidéos de ça. Le NRX, lui, il dit pas que tous les gens sont bêtes et méchants, mais seulement une partie. Mais lui, le NRX et ses amis, ils font partie des gens bons, ceux qui sont intelligents et forts, et qui peuvent permettre justement d'établir cet enclos où les vaches pourront faire des trucs. Et bien ça, c'est le contraire absolu du droit naturel, on est d'accord ? C'est du fascisme en fait. Un fascisme avec un acronyme, parce que le fascisme de nos jours a une mauvaise réputation, ça se vend très mal. Mais si on met des acronymes et des trucs comme néo quelque chose, là on est content.
Mais si ce truc-là est le contraire du droit naturel, il est impossible d'en faire un élément de la doctrine NRX. C'est pas possible. Parce qu'une doctrine digne de considération doit être cohérente. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas présenter de contradictions internes, sinon c'est de la merde. Bon, NRX donc nie le droit naturel, il a le droit de le faire très bien, il peut construire sa propre doctrine, mais il n'a pas le droit de dire qu'il étend la doctrine libertarienne puisqu'il la nie. NRX n'élargit aucunement la doctrine austro-libertarienne. NRX l'ignore complètement. Et il part faire un tour dans les égouts, c'est tout. NRX n'est simplement digne de consternation et pas de considération. Rien que pour ce fait-là. Mais bon, admettons que leur langue est fourchée, qu'au lieu de dire qu'ils élargissaient, ils voulaient dire qu'ils contournaient. Là, d'accord, si tu veux contourner, très bien, mais dans ce cas-là, tu es dans le même camp que les autres débiles de réactionnaires normaux qui n'ont pas le nez au devant, ou que les droitards à la con, que les gauchistes, etc. Tu es à côté. On est tous en parallèle, en fait. Et dans toutes ces doctrines en parallèle, il n'y en a qu'une, c'est celle qui est austro-libertarienne, qui respecte le droit naturel. C'est pour ça qu'elle fait bande à part. Toi comprendre, singe, NRX ? Mais bon, faisons preuve de calme et de mansuétude en constatant que le principe de non-agression est tout de même présent chez NRX. Car il est, en fait, comme on l'a dit pour les nationalistes, les démocrates et les autres, dans n'importe quelle forme d'étatisme. Parce que le néo-réactionnaire NRX, il propose juste une autre formule pour l'État, c'est tout. Il est complètement étatiste. Et donc, comme chez tous les étatistes, les membres de l'État constituent une société à part, libre. Entre eux, ils respectent le principe de non-agression, sinon l'État se désintègre. NRX et tous les autres étatistes se contentent de proposer un monopole du principe de non-agression à une sous-partie de la population, c'est tout. Le NRX veut monopoliser le principe de non-agression et l'enlever aux vaches que nous sommes. C'est tout. Ils veulent le monopoliser sans jamais l'éteindre. Ils ne peuvent pas l'éteindre. Ils peuvent simplement faire semblant d'ignorer et l'appliquer entre eux en douce. Ils repoussent d'un cran le droit naturel sans jamais pouvoir l'abolir, parce qu'on n'abolit pas le droit naturel. Tu sais pourquoi ? C'est pas une question de dire « Ah bah si, il y a des criminels, ils t'ont attaqué hier. Regarde, il y en a un qui t'a volé tes colis. » Oui, on m'a encore volé un colis poubelle, je suis mort de rire. Mais bref. La contradiction de tout ça, de tout cet étatisme, NRX ou gauchiste ou chouardiste ou machin, c'est toujours la même, hein. C'est pas une contradiction chez les libertariens de dire qu'on veut respecter le NAP. Ça veut pas dire qu'il y aura personne qui va l'enfreindre. Ça veut dire que c'est la règle de société. Et justement, les gens qui l'enfreignent, ce sont les criminels. Eh ben, la contradiction de tous les étatistes, de NRX à Étienne Chouard, c'est de reconnaître simplement le principe de non-agression au niveau de la classe dirigeante et de le refuser à tous les autres, qui sont réduits de facto en une forme d'esclavage. Que tu t'appelles Étienne Chouard ou Curtis Yarvin, tu proposes de facto une forme d'esclavage avec des privilégiés et des esclaves. C'est simplement la manière d'appliquer le truc qui change entre vous deux. Je prends exprès deux extrêmes, hein, pour que tu comprennes tout mon mépris pour ce genre de sous-doctrine de merde. Et maintenant, quant à la praxéologie, elle est tout aussi incompressible que le droit naturel, mais c'est encore pire que le droit naturel parce que on peut soustraire la liberté aux gens en les menaçant, justement, on peut les mettre dans un enclos, mais ça ne soustrait jamais la praxéologie, ça, c'est-à-dire l'échange économique. Les lois de l'économie ne disparaissent jamais nulle part. Tout comme les principes de l'addition sont toujours les mêmes depuis 2 millions d'années, jusqu'à ce qu'il y ait des cerveaux pour les manipuler. Je dis 2 millions parce que voilà, on parle d'Homo erectus. J'aime bien ce mot Homo erectus. Mais on peut remonter plus loin si tu as envie de penser à des trucs qui ont vécu à 100 millions d'années, ça ne me pose aucun problème. S'il y avait eu des cerveaux il y a 1 milliard d'années sur la Terre, ils auraient constaté que 1 plus 1, ça fait 2. Et pas 8. D'accord ? Et là, je parle du signifié.
Je sais que Bhaskar va me dire que, mais si, mais en base 2, ça change le chiffre. Oui, mais c'est le signifiant qui change. La notation, elle change, on s'en fout. C'est comme traduire une recette de crêpes dans une autre langue, ça change les mots, mais ça ne change pas le sens du texte qui aboutit au même résultat. 1 plus 1, ça fera toujours 2. Eh bien, ça, c'est aussi irréfutable et inéluctable que la praxéologie. Je te réfère à l'introduction si tu as pris la série de vidéos en cours et que tu ne comprends pas ce que je dis. Je ne vais pas répéter ça à chaque fois non plus. Elles sont déjà assez longues, ces vidéos, tu ne trouves pas ? Bref, la preuve par le marché noir et la corruption, la praxéologie. Il y a toujours quelque part du marché noir. On trouve de la drogue en prison, je te signale. L'ultime expérience NRX, c'est la prison carcérale, avec une direction et des gardiens, et dedans, des prisonniers. S'il était possible d'abolir le marché, tu ne crois pas que la prison, ce serait un exemple où c'est arrivé ? Comment tu expliques que dans les pires prisons, on trouve des trucs qui sont interdits en prison ? De la drogue, des téléphones, des machins comme ça. Comment tu l'expliques ça ? La praxéologie. Moi, j'ai une réponse. Le marché répond toujours à la demande. Si la demande est assez forte, assez stimulante pour l'offre va répondre. Tu comprends ça ? Donc bon, le droit naturel et le principe de non-agression survivent bien chez NRX comme chez tous les communistes. Et je trouve que c'est une manière vraiment tordue et dépravée de dire que la doctrine NRX dépasse la doctrine austro-libertarienne. Elle ne fait que privatiser le NAP, le principe de non-agression, et ignorer la praxéologie comme tous les étatistes, c'est tout. Et ça, c'était que la première question. Ah non, c'était la deuxième, pardon. C'était la mansuétude par rapport à la raillerie de la première question qui demandait où est passé le droit naturel. Troisième question à NRX. Es-tu de mauvaise foi ou simplement incompétent ? J'ai le droit de poser la question, non ? Parce que Curtis, ton pape, il prétend que l'austro-libéralisme présuppose une société paisible et ordonnée. Ça, c'est faux. Personne n'a jamais dit ça. Trouve-moi un seul auteur un peu sérieux. Je rote encore, parce que, désolé, mais... Tiens, d'ailleurs, j'ai envie de fumer tellement ça m'énerve. Qu'est-ce que je disais ? Oui, l'austro-libéralisme ne présuppose rien du tout et aucun auteur n'a jamais posé d'autres axiomes, d'autres présuppositions que celui de non-agression, duquel on déduit des choses, et celui de praxéologie, d'action humaine. D'accord ? C'est tout. L'austro-libéralisme n'est pas une recette qui nécessite certains ingrédients. C'est lui l'ingrédient. L'austro-libéralisme, c'est lui l'ingrédient de toutes les recettes de civilisation, bien sûr. L'austro-libéralisme est un très mauvais ingrédient pour les recettes de terrorisme autoritaire étatique, ça je suis d'accord. Mais toutes les recettes de civilisation ont seulement pas seulement justement, mais comme premier ingrédient, l'austro-libéralisme. C'est l'ingrédient indispensable, inévitable, quelle que soit la forme de civilisation que tu veux adopter. Et le droit naturel permet de savoir quel comportement est civilisé, justement. Il dit ce qu'on doit faire, ou plus précisément ce qu'on ne doit pas faire, en fait, pour rester civilisé. Le droit naturel, c'est une recette d'exclusion. Tu n'as pas le droit d'intervenir sur la propriété d'autrui de force. D'accord ? C'est simplement ça. Voilà. Et après, tu fais ce que tu veux. Des mosquées ou des synagogues ou des cathédrales. Rien que pour parler de ça, d'accord ? Tu fais ce que tu veux, mais du moment que tu respectes ça. La praxéologie, quant à elle, établit les principes économiques qui encadreront toutes les actions des membres de la société. Et quand je dis encadrer, c'est définir, c'est pas forcer. Toutes les actions de la société et de ses membres vont rentrer dans le cadre de la praxéologie parce que c'est ça, la nature humaine. Donc Curtis NRX se trompe.
L'austrolibéralisme ne présuppose rien du tout en termes social, il ne fait que constater, il fournit un cadre de référence, il est la science politique et économique, d'accord ? En fait, il est à la science politique et économique ce que la géométrie est à l'architecture, si tu veux faire une analogie. Ou ce que l'arithmétique est à la science physique. Voilà l'analogie qu'il fallait faire, Curtis. Pas entre deux branches de physique, mais entre le cadre dans lequel la physique évolue. Et ce cadre ne change pas. Quand on invente des mathématiques pour la physique, elles sont éternellement justes. J'ai pas dit qu'on avait trouvé toutes les mathématiques ou tout le droit naturel, etc. Mais que tout ce qu'on trouve, c'est immuable. Alors bon, t'as Enerix qui revient avec son petit sourire sardonique pour dire que si, tu comprends, la civilisation se définit par le principe de non-agression, c'est que c'est bien un présupposé. Un choix arbitraire, il va dire. Hein, on choisit de ne pas attaquer les autres. On peut aussi définir la civilisation par un certain degré d'avancement technologique, hein, par un niveau de richesse, ou par une certaine forme d'organisation politique. Si tu as une administration à 5 étages, peut-être que tu peux dire que voilà, ça c'est une civilisation, et peu importe le reste. Ce sont des administrations de cannibales, mais voilà, ce serait ta civilisation. On peut définir par tous les critères qu'on veut, c'est sûr. Moi j'acquiesce avec ça, il n'y a pas de problème, tu peux prendre le critère que tu veux. Mais alors, on ne dépasse pas l'austrolibéralisme. Comme je disais avant, on ne l'englobe pas, on ne fait que l'ignorer et le contourner. C'est tout. Si tu prétends encore que le énérixisme est une extension de l'austrolibéralisme, c'est une contradiction et tu ferais mieux d'aller jouer dans les égouts, hein, dont tu n'aurais jamais dû sortir. Il faut toujours rappeler à Enerix que dès qu'il ouvre la bouche pour proposer des trucs, il manifeste implicitement le principe de non-agression. Alors, si ces propositions aboutissent à des coups de bâton, ben on n'est pas obligé d'écouter la suite, c'est juste de la flatulence. Voilà. Et c'est valable pour tous les autres étatistes, hein. Mais lui en particulier. Les autres, au moins, ils ont la finesse, je ne sais pas, en tout cas l'ignorance ou l'innocence de jamais prononcer le terme libéralisme ou non-agression. Et on étend la doctrine libérale. Il n'y a que Enerix qui dit ces conneries-là. Mais ça, c'est de la pure merde gazeuse, liquide, à l'état que tu veux, puisque dès que tu ouvres la bouche pour proposer des trucs, c'est-à-dire pour argumenter, tu manifestes le principe de non-agression, gros débile. Mais attends, c'est pas tout. L'analogie de la science physique, elle est digne d'une élucubration de cette saleté d'Auguste Comte. Hein, je te rappelle, c'est pas Curtis Yarvin ou je sais pas qui a inventé ça. Enerix prétend comprendre le droit naturel et la praxéologie qui sont des disciplines déductives. Et il les met en parallèle avec des sciences empiriques inductives. Il fait donc du Auguste Comte. Tous ces abrutis du 19e siècle, là, les Saint-Simoniens et compagnie, qui rêvaient de mettre la science comme nouvelle religion et imposer un ordre politique fondé sur l'empirisme, hein, ce qu'on vit actuellement, en fait, ils ont gagné ces gens-là. Ils font ce que prône finalement, enfin pas ce que prône, non, j'ai pas dit ça, mais remarque si d'une certaine manière, Enerix, mais en plus c'est une analogie de merde que fait Enerix lui-même. L'analogie est tout simplement fausse. On ne peut pas faire une analogie entre des sciences inductives et déductives. C'est débile. Pour que Enerix soit un dépassement de la praxéologie et du droit naturel, il faudrait qu'elle trouve des erreurs déductives. Je dis elle parce que j'aime bien féminiser aussi. Donc que Enerix trouve des erreurs déductives dans les conclusions du droit naturel ou de l'économie autrichienne et rétablisse une chaîne de cohérence pour corriger le tir. Donc soit qu'elle en invalide les axiomes et qu'elle reconstruise des édifices sur de nouveaux axiomes qui seraient plus justes, soit qu'elle prolonge les chaînes de raisonnement qu'on connaît actuellement pour aboutir à de nouveaux théorèmes qui justifieraient l'État. Bonne chance. On sait déjà que ça, c'est impossible. Tu ne peux pas continuer sur la chaîne déductive du droit naturel et de la praxéologie pour justifier l'État d'une manière juridique ou économique. C'est pas possible, on le sait déjà, ça c'est pas la peine.
C'est comme l'exemple de l'architecte avec sa maison triangle avec 2 angles droits. On sait que c'est pas la peine d'essayer de la construire, il n'y arrivera pas. Il est inutile de chercher à déduire des conclusions qui contredisent leurs axiomes. C'est complètement con. Alors, donc, soit le NRX n'est vraiment pas très doué, soit il est vraiment de mauvaise foi et il brandit ce genre de verbiage juste pour faire le malin ou parce qu'il a des agendas politiques à remplir, j'en sais rien, bombarder l'Iran par exemple, des conneries comme ça, quoi. Bref, à la question est-ce qu'il est de mauvaise foi ou incompétent, j'ai pas su répondre, mais je pense que c'est un peu les deux en fait. Alors maintenant, NRX propose d'imposer l'ordre, d'accord ? Ce fameux ordre, je pose la question, mais pourquoi ne pourrait-il pas émerger d'interactions libres ? Quel raisonnement, quelle déduction élimine cette possibilité ? La question reste ouverte, comme dirait Notebook. Une doctrine doit justifier ses prémices. Celles de l'austrolibéralisme sont apodictiques, je te rappelle, elles sont irréfutables. NRX peut faire tout ce qu'il veut, il ne peut pas les abolir. Et surtout, NRX ne fournit rien de plus puissant, de plus persuasif que ça. Donc, on est obligé de s'y conformer, t'as pas le choix. Si demain, on arrivait à déduire que 2 plus 2, ça fait 5 pour les très grandes valeurs de 2, ça remettrait beaucoup de choses en question. Pareil pour le droit naturel et la praxéologie. Si tu arrives à trouver mieux que ça, que peut-être qu'il y a des cas, effectivement, théoriquement déductifs où ça ne marche plus, je serais friand de l'entendre. Je ne vais pas attendre longtemps. En tout cas, sur le plan empirique, il n'y a aucune donnée historique qui peut invalider les principes austrolibéraux, on est d'accord. Tu n'invalides pas un axiome avec des données empiriques. Tout comme aucune expérience de physique ne permet d'invalider l'arithmétique ou, je ne sais pas, les tables de multiplication, tu vois, elles ne changent pas parce qu'une expérience physique a un résultat bizarre. Au contraire, on cherche ce qui est bizarre dans l'expérience parce que ça n'est pas conforme à ce qu'on connaît du cadre théorique autour, du cadre a priori, bien sûr, c'est-à-dire du cadre, par exemple, arithmétique, pour faire simple. Aucun écroulement d'immeuble ne permet d'invalider la géométrie. C'est juste l'architecte qui ne sait pas compter ou l'ingénieur qui était bourré ou un truc comme ça et qui n'a pas mis les bons composants dans le bon ordre, etc., qui n'a pas respecté la recette. Mais c'est pas parce que tout d'un coup, 2 plus 2, ça ferait 5. D'accord ? Ah là là, il faut tout le temps vous expliquer des trucs aussi basiques que ça. Ça me donne soif en plus. Bon, donc la question pourquoi l'ordre doit-il être imposé, on le saura jamais. En tout cas, c'est pas NRX qui va te l'expliquer parce qu'il va te donner des putains d'arguments, enfin de faux arguments empiriques et qui sont complètement hors sujet. Donc laisse tomber. Maintenant, par pure curiosité, autre question. Comment se quantifie l'ordre ciblé par NRX ? Quelle est sa limite inférieure ? Parce qu'il faut bien une limite inférieure, à partir de laquelle tu ne touches plus aux vaches. Tu sais, quand tu mets ton enclos avec les vaches dedans, ton enclos a une certaine taille, il y a un certain règlement, et puis tu regardes comment les vaches se comportent. Ce comportement que tu peux laisser faire, tu vois ce que je veux dire ? À un moment donné, les vaches font des trucs, et toi tu les regardes et tu dis, voilà, maintenant elles se comportent bien. Ce bien, comment tu le quantifies ? Et à partir de quel moment tu vas dire, non, là c'est plus bien, et je vais intervenir à coups de bâton ? Non mais ça m'intéresse ça. Parce que NRX affirme que trop de désordre autorise l'usage de la violence pour imposer l'ordre. C'est bien ça qu'il dit. Il dit, il y a tellement de violence et les gens sont tellement bêtes et méchants qu'il faut imposer l'ordre par des gens forts et intelligents pour permettre justement au marché, blablabla, de se développer. Mais ce fameux désordre que tu constates, il commence quand ? C'est combien trop de désordre ? D'où vient ce combien ? Quels sont les critères d'évaluation ? Pourquoi ces critères ? Comment NRX sait-il administrer la bonne dose d'autorité ? Je dis NRX, je pourrais m'adresser à un démocrate ou un communiste. Là, c'est juste que là, j'en profite pour parler de NRX et que ces questions-là me sont venues maintenant, c'est tout. Mais NRX étant tellement arc-bouté sur l'imposition de l'ordre par en haut,
c'est un peu sa seule canne à pêche, en fait, que je m'autorise à lui poser ce genre de questions. Quel est le critère d'évaluation de l'ordre que tu vises à imposer? Comment tu le mesures? Comment tu le quantifies? Et après, comment tu fais pour savoir quelle est la bonne dose d'autorité, la bonne durée, etc. Par exemple, il va me dire, ouais, on va mesurer le revenu fiscal, on va prendre ça comme critère. C'est-à-dire que si le revenu baisse, ça veut dire que les gens ne sont pas contents et qu'ils sont partis vivre ailleurs. Bon. Mais pourquoi ce niveau de revenu fiscal serait-il plus pertinent que, je ne sais pas moi, l'indice de masse corporelle des gens? Peut-être qu'il faut obliger les gens à faire plus de sport pour que ta société soit idéale, plutôt que de regarder s'ils aiment payer les impôts que tu leur imposes. Mais c'est une vraie question, hein. Je suis même pas en train de trop me moquer de toi, là. Bon, je me moque, d'accord, mais en fait, j'aimerais bien savoir pourquoi ce genre de critère est plus important que l'autre, pourquoi le revenu fiscal est plus important que l'indice de masse corporelle. Parce que tu peux toujours trouver du désordre quelque part, hein. Il y a toujours un truc à réprimer, il y a toujours une excuse pour régir. En fait, tu vas toujours trouver une excuse pour satisfaire ta pulsion de domination. Moi, c'est l'impression que j'ai, hein. Mais si tu me dis, le revenu fiscal, ça prouve que le gouvernement fait son travail de manière optimale, quel revenu fiscal? Pourquoi tant de millions et pas telle autre quantité de millions de dollars ou d'euros ou de machin? De fausses monnaies en tout cas. Hein? Pourquoi? Ou tel pourcentage du PIB, tu sais, ce genre de chiffre à la con que tu dois adorer, hein, en tant que NRX. Pourquoi est-ce que ton PIB, s'il atteint tel chiffre, c'est bon? Et là, tu peux lâcher la grappe aux vaches et les laisser faire un petit peu. Pourquoi pas un PIB 2 fois plus gros ou 2 fois plus petit? Autre question. Vu que l'ordre parfait, c'est l'immobilité totale, la mort thermique, toi qui aimes bien parler de thermodynamique et puis d'entropie, de trucs comme ça, pourquoi est-ce que tu ne proposes pas de tout vitrifier? Hein, si tu mets ton truc NRX dans une IA, ça va sûrement faire une petite usine à trombone, elle va dire, le mieux, l'ordre optimal, c'est vraiment celui où il n'y a plus personne sur Terre, hein. Puis à ce moment-là, on n'a qu'à y aller à fond, et puis on élimine tout et tout le monde, on fait sauter la planète, on fait disparaître l'univers. Ok, ça a l'air con, mais franchement, tu vois que souligner le fait que l'ordre total, visible, c'est la mort, en tout cas, moi, ça m'inspire une angoisse par rapport à ta petite doctrine de merde. Alors maintenant, si l'ordre parfait, c'est pas l'objectif, mais c'est simplement une sorte d'asymptote, quel est l'équivalent de la physique quantique? Parce que si Newton a dépassé par le haut Einstein, et qu'on pense abusivement que de la même manière, NRX dépasse l'austrolibéralisme par le haut, n'oublions pas que Newton s'est fait dépasser par le bas par la physique quantique. Einstein aussi, puis d'autres. Il y a 2 ordres de grandeur, le microscopique, le macroscopique et le gigantesque en fait. 3 quoi. Pardon. Donc si le relativisme est à la physique newtonienne ce que NRX est à l'austrolibéralisme, en dessous il y a quoi? Que propose NRX pour dépasser l'austrolibéralisme par le bas? Et puis quel est le seuil de ce bas? Et ça, c'est une question qui m'intéresse pour de vrai. Franchement. Laisse-moi un commentaire. Bon, je vais revenir encore sur une évidence qui est balayée d'un revers de main par les singes les plus amateurs de la question, comme Yann Rochdy, par exemple. L'ordre n'est pas un service, d'après lui. Le régalien ne peut pas être un service fourni par le domaine privé, bref. Moi, je te dis que si, justement. Et pourquoi? À cause de la praxéologie. Je répète que l'ordre visé par le NRX ou n'importe quel autre type d'étatiste, l'ordre qu'il vise, c'est un service que demande la société. On a tous besoin d'ordre, on aime ça, on aime vraiment vivre dans quelque chose d'un minimum contrôlable et prévisible plutôt que dans un chaos permanent où c'est impossible de faire des plans à plus de 5 minutes dans le futur.
Or, un service comme celui de l'ordre, de la protection, de la sécurité, de la justice, est rendu de manière optimale sur un marché libre. Libre! La question que je pose toujours aux droitards, et donc je la repose au NRX, c'est pourquoi crois-tu que les lois de l'économie s'arrêtent aux portes de l'ordre? D'accord? Pourquoi tu as les mêmes réflexes que tous les collectivistes? Tu crois toujours que le régalien ne fait pas partie du domaine de l'entreprise. Pourquoi? Encore une fois, pourquoi l'ordre ne peut-il émerger d'interactions libres? Ça, c'était la question de tout à l'heure, mais c'est son extension par le biais du marché, ce coup-ci du vrai marché, enfin pas du vrai marché qui est le marché total de tout, mais du marché vraiment des entreprises avec des factures, là, ce qu'on appelle le marché dans le langage courant. Pourquoi tu tournes en boucle autour de ça? Pourquoi est-ce que tu considères que le marché, c'est pas un truc qui concerne la classe dirigeante? En fait, pourquoi crois-tu qu'il doit y avoir une classe dirigeante? Pourquoi cette passion pour le monopole? Pourquoi cet amour du crime mafieux? Allô, NRX? Pourquoi? Pourquoi cet amour de la mafia, cette passion pour pour les empires? Parce que c'est dommage. NRX propose quand même des trucs qui sont pas inintéressants. C'est des régions pseudo-privées. Le modèle des 1000 Liechtenstein de Hoppe, il l'a compris, Curtis, hein, il en parle. Donc il est pas loin. Et c'est pour ça que je pose autant de questions et pourquoi cette vidéo est aussi longue. Pourquoi? Ne me réponds pas pour les données empiriques de l'histoire qui prouvent que gna gna gna. L'histoire ne prouve rien, d'accord? Elle illustre au mieux. Je veux dire, si tu es NRX de de cité pseudo-libre privée, il te suffit, j'ai trop pincé la bouche, il te suffit de reconnaître la clientèle de ces lieux au lieu de leur citoyenneté. Et un contrat au lieu d'une dictature. Et puis voilà, on a de véritables cités privées dignes d'une civilisation. Des gros parcs des villes privées, avec des parcs et des montagnes, hein, des gros trucs, comme au Moyen-Âge, hein, ça a déjà existé. Bon, au Moyen-Âge, c'était sur ton modèle, justement, c'était avec des rois et des machins, qui étaient quand même de taille réduite, donc ça répondait à l'exigence de contrôle, de self-control, pour que les gens se barrent pas tous dans le mini-royaume d'à côté. Mais si tu es prêt à penser à ça, pourquoi tu franchis pas le pas qui te permet de finalement être un être humain et de proposer ça sous forme entièrement contractuelle, sans jamais aucun usage de la violence. Enfin, de l'initiation de l'usage de la violence. Oui, la violence, je le répète encore, on peut s'en servir quand on est libertarien pour se défendre, quand on est austro-libertarien. Non, je pense que le NRX a simplement peur que les vaches puissent s'organiser sans lui. Ça lui donnerait plus du tout de prééminence, je sais pas, morale, intellectuelle, d'écrire des livres là-dessus. J'ai l'impression que ça le rassure, cette histoire de domination par la force. Parce que lui, il préfère un bataillon qui s'empare du terrain, qui fouette les vaches, et puis après, bon ben voilà. Et puis, on desserre un peu les boulons, en permettant aux vaches de se tirer quand elles sont pas contentes. Ça montre ce qu'on doit changer un peu de niveau, en fait, comme taux d'oppression pour les garder chez nous. C'est à peu près ça, son mécanisme. Mais on n'a pas besoin de toi, nous, les vaches. Hein. On peut le faire tout seul, ça. Pourquoi tu crois qu'on a besoin de toi, en fait? Il a juste une âne de petit chef, le NRX. Il aime les plans. C'est un planificateur centralisé, mais comme il n'aime pas les gauchistes et les communistes, il a trouvé autre chose à raconter pour assouvir sa soif de pouvoir, en fait. Le NRX, c'est simplement la loi du plus fort, hein. Mais c'est une loi du plus fort qui s'identifie à une philosophie. C'est du wokisme féodal, en fait. C'est du transsocialisme. Alors évidemment, dans ce contexte-là, je suis tout le temps meilleur que toi, petit NRX. Tout le temps. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était déjà trop long, mais voilà. En même temps, je suis aussi meilleur que Kurt Doolittle et d'autres débiles dans ce genre, mais là, ça fait déjà trop longtemps que je parle, et puis j'ai très très soif, donc je te souhaite un bon retour dans ton propre environnement tiède et humide.
À demain. Si jamais vivre a un sens, comment les aimer, tu laisses les attendre par ses promesses. Ton fleuron, c'est ça le mouvement, t'as un besoin d'obéissance. Militaire, obéissance, policier, déliquescence, fonctionnaire, obéissance, bien donné, déliquescence. Si militaire, officier, amorti en voie le sens. Si l'amour d'autrui est un prix qu'il nous faut payer aujourd'hui. Toi le guerrier, quel financier paiera demain tes conséquences. Quelle est cette civilisation d'une aveugle obéissance? Quelle sera ta descendance sans sa liberté pour vision? Obéissance, obéissance, obéissance. Chaise électrique ou échafaud, avoir la mort sur la conscience, celle d'un ordre que tu suis, de taches de sang qu'on essuie, faire son métier d'être bourreau, devant la glace ta déchéance. Militaire, obéissance, ou policier, déliquescence, fonctionnaire, obéissance, bien douanier, déliquescence. Obéissance, obéissance. sans sa liberté pour vision. Obéis.
te demandes bien souvent si jamais la vie a un sens. Mais comme résigné tu laisses Léviathan par cette promesse t'enfouir dans ces sables mouvants tel un besoin d'obéissance. Quelle est cette civilisation d'une aveugle obéissance? Quelle sera ta descendance sans sa liberté pour vision? Obéissance, obéissance, obéissance. Obéissance. Tu te demandes bien souvent si jamais la vie a un sens. Mais comme résigné tu laisses Léviathan par ses promesses t'enfouir dans ces sables mouvants tel un besoin